Cela faisait un petit moment que je voulais parler de 50 nuances de Grey, la trilogie 50 nuances, à savoir 50 nuances de Grey, 50 nuances plus sombres, plus claires. Je n'ai pas encore vu le plus clair, mais en tout cas, dans cette vidéo, on va parler uniquement de 50 nuances de Grey. Bonsoir à tous, ici Dorémy, je suis astrologue et je vous enseigne l'occultisme à travers la pop culture. Occultisme, magie, astrologie, alchimie et pop culture, films, jeux vidéo, séries, etc. Alors, est-ce que le SM, est-ce que le BDSM fait partie de l'occultisme? Ça se discute, mais pour moi, je considère que oui, que ça fait partie de l'occultisme, parce que de mon expérience personnelle, la plupart des personnes qui s'intéressaient au SM s'intéressaient également à l'occultisme, et aussi parce qu'il y a tout le côté un petit peu rituel qu'on peut aussi retrouver dans l'occultisme. Donc pour moi, oui. Alors, on commence avec la scène d'ouverture du film, la fameuse interview. Donc Anna doit interviewer un certain Christian Grey. Le moment où vous avez des relations SM, on appelle ça une scène ou une séance. On n'appelle pas ça un rapport sexuel. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas forcément être déshabillé, il ne va pas forcément y avoir de pénétration. Vous avez par exemple beaucoup d'hommes qui vont aimer se faire soumettre par des femmes, mais tout en gardant leurs vêtements. Des femmes aussi, ça peut être le cas. Donc, parler de rapport sexuel, non, c'est pas le terme. On parle de séance ou de scène. Et donc là, on est dans une avant-séance. C'est-à-dire qu'il y a déjà un peu un rapport de domination qui s'opère. Plus qu'un rapport de domination sexuelle, je dirais que c'est un rapport de domination économique. Certes, dans la gestuelle, Christian domine Anna parce qu'elle n'ose pas le regarder dans les yeux, elle se mordit les lèvres par stress, lui est beaucoup plus confiant, il prend beaucoup plus de place. Mais là où je parle de domination économique, c'est que, vous le savez, dans le film, Anna et Christian n'appartiennent pas à la même classe socio-professionnelle, dans le sens où lui est millionnaire, voire milliardaire, et elle, c'est une jeune étudiante qui a un petit boulot à côté, elle travaille dans une quincaillerie, et ça, il faut le souligner, que de base, il y a déjà une domination économique avant même qu'il y ait une domination sexuelle. Et c'est un point qui est important à souligner, puisque pendant longtemps, et je vous l'avais dit dans ma vidéo sur Yann Moix et les femmes de 50 ans et plus, c'est que pendant longtemps, tout ce qui était libertinage, échangisme, SM, ça appartenait à la bourgeoisie. C'était une manière de concevoir la sexualité chez les bourgeois. Et qu'est-ce que la lutte des classes si ce n'est des rapports de force et de pouvoir? On a dans ce film ou ce livre une retranscription de la lutte des classes, mais où l'héroïne va pouvoir accéder à l'élite par ses coucheries. Donc il y a aussi le fantasme d'ascension sociale, au-delà du fantasme de domination-soumission. Et c'est ce fantasme qui a permis, à mon humble avis, d'ériger 50 nuances de Grey au rang de best-seller. Parce qu'en vérité, ce n'est pas le meilleur film, ce n'est pas le meilleur livre pour s'initier aux relations BDSM. Et dans un article de Marie-Claire intitulé 50 Shades of Grey, va-t-on toutes se mettre au fouet? Il y avait Anna Pavlovitch, directrice des éditions J'ai lu, qui expliquait la chose suivante. Donc je vous la cite. Nous assistons à un phénomène passionnant, explique l'éditrice de Dévoile-moi. Jusqu'à maintenant, les romans sentimentaux ont été un genre méprisé en France. J'ai entendu des libertins parisiens se targuant d'être des intellectuels qualifier cette littérature populaire de SM de supermarché, de Laclos, donc Laclos en référence à Pierre Chauderlot de Laclos au chic. Le libertinage a toujours été l'affaire des élites, noblesse puis bourgeoisie. Cela a donné quelques rares grands textes et de jolies pubs pour des marques de luxe. Mais pourquoi seul un microcosme parisien se réserverait-il la possibilité d'une sexualité fantaisiste
qui consisterait à s'afficher dans des clubs privés. C'est justement tout l'intérêt de ces romances érotiques. Elle donne du plaisir à la lectrice tout en la respectant et lui ouvre des portes qu'elle n'aurait pas forcément osé franchir. Donc ici, le fait que ce soit une jeune étudiante qui se marie avec un homme très riche et qui arrive à accéder à des belles soirées, des galas, des belles maisons, ça participe au fantasme. C'est pour ça qu'on a autant de plans de caméra sur les magnifiques appartements de Christian. C'est pour ça que il l'emmène faire un tour d'hélicoptère. Alors, je parle de la scène du premier film, hein. Je parle pas de l'accident dans le deuxième. Oh non! Oh mon Dieu! Enfin bref. Bon voilà, il faut faire rêver la ménagère de moins de 50 ans, comme aiment le dire les publicitaires. Et là-dessus, 50 nuances degrés, ça fonctionne plutôt bien. Ah, et dernier point avant qu'on passe à la scène suivante, c'est que le point commun qu'il y a entre Anna et Christian, et on nous le fait comprendre de manière assez subtile dès la scène de l'interview, c'est que ce sont deux écorchés vifs. Alors on a Christian qui cherche le potentiel dans Anna, on a Anna qui cherche la bonté dans Christian. Et c'est quand même quelque chose, je trouve, d'assez touchant parce que c'est vrai que quand on pense sexe, SM, on pense tout de suite au trash, à la décadence, mais parfois, ce sont dans les lieux de perdition que l'on retrouve le plus une forme de pureté. Il y a quelque chose de beau, je trouve, dans le fait de réunir comme deux anges déchus qui soignent leur âme, qui prennent soin l'un de l'autre dans un lieu qui n'était pas censé être un lieu d'amour, qui était censé être un lieu de perdition. C'est comme si l'obscurité de la situation, de l'endroit, mettait davantage en valeur la lumière de chacun. C'est un peu compliqué à expliquer, mais j'aime bien l'idée. Deuxième scène, le contrat et la chambre rouge. La scène du contrat, elle est importante parce que c'est la scène qui va permettre d'introduire la notion de consentement, ce qui est très important quand on parle des relations BDSM. C'est la personne soumise qui fixe les règles du jeu, qui dit ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte pas. Donc c'est très important qu'il y ait le consentement de la personne soumise. Et dans la scène du contrat où Anna va hésiter longuement à signer, il y a la notion de safe word, donc de mot d'alerte. Ça a été traduit en français par mot d'alerte. Le safe word, c'est un mot que doit prononcer le soumis ou la soumise quand on est sur le point de franchir sa limite personnelle. Et dans le film, et j'ai trouvé ça très bien, il y a deux safe words. Et c'est ce que la plupart des personnes qui pratiquent le SM font, il y a le mot d'alerte, donc le safe word, entre guillemets, d'avertissement. Donc attention, pour l'instant je peux encore supporter, mais on est à la limite du supportable. Et il y a le safe word d'arrêt, et là se dire non, vraiment, il faut tout arrêter immédiatement. Et dans le film, c'est jaune et rouge, mais après, c'est à vous de choisir vos mots d'alerte. Bon, le but, c'est de ne pas choisir un mot qui va casser l'ambiance. Parce que si vous choisissez le mot, je sais pas, macaron ou ravioli, bon, vous cassez un petit peu l'ambiance de la séance, de la scène. Et aussi de pas choisir un mot qui va prêter à confusion. Parce que si vous choisissez le mot d'alerte stop, on va dire juste stop, c'est compliqué parce que
dans le délire SM, une personne soumise peut dire stop, mais en vérité, elle ne veut pas que vous arrêtiez. Pareil, elle peut dire arrête, mais elle n'a pas envie que ça s'arrête. Donc, il faut vraiment choisir un mot qui sort les personnes de la scène, mais sans que, ou de la séance, mais sans que ça ne tourne au ridicule. Après, il y a d'autres notions à connaître pour tout ce qui est en rapport avec la sécurité, mais je vous avoue que j'ai pas trop envie de faire une vidéo de prévention. J'estime que vous êtes grande, vous allez faire vos propres recherches, hein, c'est pas un spot de prévention pour la sécurité routière, donc je vais juste vous afficher des termes qui sont connus dans le monde du BDSM, et puis après, si ça vous intéresse, vous ferez vos propres recherches. Donc là, vous avez les mots qui défilent, n'hésitez pas à faire pause si c'est trop rapide, puisque je vais enchaîner. Après, quand je dis que si une personne soumise dit arrête, mais en vérité, elle ne veut pas que vous arrêtiez, on est bien d'accord que je parle durant la scène, durant la séance. Le BDSM, c'est un jeu de rôle, pas drôle. Non, de rôle. Ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Dans la vraie vie, si une personne vous dit arrête, vous arrêtez. Hein. Ne confondez pas tout. Et sachez, parce que je vais quand même dire cela, sait-on jamais qu'il y a des personnes qui veulent se lancer, même si vous connaissez vos limites, même si vous établissez un contrat, le risque zéro n'existe pas. Tout simplement parce qu'on ne peut pas connaître quelqu'un à 100%. Il y a des personnes, vous pensez les connaître, on dirait des petits agneaux, des personnes inoffensives, mais elles peuvent cacher une part très sombre en elles. Et le problème, c'est que parfois le BDSM, et on va vite en venir à ce point, c'est que ça fait ressurgir des choses. Alors parfois ça fait ressurgir quelque chose de beau, quelque chose de pur, quelque chose de fragile, et puis parfois ça fait ressurgir une certaine noirceur. Donc va falloir assumer ce que vous faites ressurgir chez quelqu'un. Maintenant, cela étant dit, pour faire une sorte de transition entre le contrat et la chambre rouge, donc la salle de jeu. Les relations BDSM, elles peuvent avoir un aspect thérapeutique. Le BDSM, ça peut créer une sorte de dissociation mentale, ça peut créer des états altérés de conscience. Et cette forme d'altération et ou de dissociation va vous permettre de mieux gérer certaines choses. En fait, les effets vont dépendre de est-ce que vous êtes la personne dominante ou est-ce que vous êtes la personne dominée. La personne dominante, elle va pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le flow. Vous avez peut-être déjà entendu parler du flow, c'est un terme qui est pas mal employé en développement personnel. Le flow, c'est quand vous êtes tellement absorbé par ce que vous faites que vous en devenez hyper productif. Et ça améliore la confiance en soi et l'hyper-productivité. Et pour la personne soumise, ce genre de rapport, ça crée ce qu'on appelle le sub-vibe ou le subspace. C'est l'état un peu de transe dans lequel va se retrouver la personne soumise, où elle va avoir l'impression de sortir de son corps, comme de flotter. Oui, comme de flotter, d'être... c'est une sensation très particulière, et donc on dit... souvent on dit subspace, mais en vérité, moi je préfère le mot sub-vibe. C'est pas forcément dans le but de fuir la réalité. Vous vous rappelez dans Fight Club qu'on a analysé il y a pas longtemps, je vous invite à aller voir la vidéo. Il y a une scène très connue où Tyler dit au héros « Frappe-moi aussi fort que tu peux ». Et le héros, il est un petit peu décontenancé, puis il le frappe. Et
Mais Tyler dira quelque chose d'intéressant plus tard, c'est qu'il dira que la plupart des gens font tout pour éviter le combat, éviter la bagarre, éviter les ennuis. Parce que la plupart des gens ont peur des coups, ont peur de la douleur physique. La douleur physique, c'est une des peurs les plus communes chez l'homme, avec la perte de son statut social. Et donc, la personne soumise, en acceptant la douleur, quelque part, elle en retire une force, parce qu'elle n'a plus peur de la douleur. Alors, la dernière scène, c'est la scène des 6 coups de fouet. À la fin, c'est la scène finale, c'est la scène finale de 50 nuances degrés. Bon, Anna et Christian se disputent un petit peu parce que Anna reproche à Christian de ne pas assez s'ouvrir, de ne pas assez se confier. Et, bon, je sais pas trop comment on en vient là, mais bref, ils se retrouvent dans la salle de jeu et Christian va donner 6 coups de fouet, si ma mémoire est bonne, à Anna, mais des coups de fouet en mode père fouettard, des vrais coups de fouet. Et bien sûr, elle va avoir mal, elle va pleurer, elle va lui en vouloir, elle s'en va, elle prend l'ascenseur, fin de l'histoire. J'ai pas compris la scène. Pourquoi je dis que... Bon, je suis un peu de mauvaise foi, j'ai compris la scène, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans une relation normale, on va dire dans une relation vanille, oui, on pourrait se dire, oh là là, il lui a fait mal, elle a pleuré, elle s'en va, c'est vraiment un odieux personnage. Mais dans une relation SM, je vois pas ce que Christian a fait de mal. On reprend la scène. Elle lui dit, je veux voir ce que t'as dans le ventre, vas-y. Elle insiste, elle insiste. Lui, au début, il n'est pas très chaud. Il dit, ok. Elle s'allonge, elle se met en position pour recevoir les coups. Il lui dit à l'avance, je vais te donner 6 coups. Donc, il la prévient à l'avance du nombre de coups. C'est une manière pour elle de savoir jauger si elle va pouvoir les supporter ou pas. À chaque coup qu'il donne, il lui dit « compte avec moi ». Tant que tu ne dis pas 1, 2, 3, etc., je ne donne pas de coups supplémentaires. Ça, c'est aussi une manière d'avoir son consentement, puisque tant que Anna ne répète pas 1, 2, etc., il ne donne pas de coups en plus. Donc, il lui demande constamment son consentement pour chaque coup. Et il respecte le nombre de coups, puisque au bout de 6 coups, il s'arrête, comme prévu. Donc, c'est pas comme s'il était devenu incontrôlable, comme si comme s'il devenait le fouetteur fou. Non. Quel est le problème ? Pourquoi ? Parce qu'elle pleure. Mais vous savez, dans des séances SM, c'est pas rare que quelqu'un pleure. Parfois, les larmes, c'est les émotions. Voilà, c'est trop d'émotions. Le fait que le soumis ou la soumise pleure, ce n'est pas un signal d'alerte. Ce n'est pas, tiens, le soumis ou la soumise pleure, je dois m'arrêter. Non. Je vous rappelle que le mot d'alerte, c'est le safe word. Pour Anna, c'est je dis jaune, je dis rouge. Anna, pendant les coups de fouet, elle ne dit pas jaune, elle ne dit pas rouge. Elle ne prononce pas les safe words et elle compte avec lui. Donc où est le problème dans cette scène ? Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Et encore, je dis que le fait de pleurer, c'est pas un motif d'arrêt. Bien sûr, je précise, dans une relation SM, dans une séance. Je ne parle pas dans des relations de la vie de tous les jours. Si dans la vie de tous les jours, votre copine ou votre copain pleure, bien sûr, vous arrêtez. Vous n'êtes pas un psychopathe ou une psychopathe. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que même dans les relations SM hard, c'est-à-dire vraiment très très... parce qu'il y a des gens qui vont loin dans le BDSM, parfois le soumis ou la soumise saigne. Et le saignement n'est pas un motif d'arrêt. Donc, c'est le safe word. C'est pour ça qu'on invente « dis ton mot ». Dis jaune, dis rouge, mais le vrai problème, c'est que même quand tu es dans une relation BDSM,
Si tu as un minimum de morale et d'éthique, tu ne t'adonnes pas à ce genre de pratique avec une personne vierge. Parce que Anna dans l'histoire est vierge de base. Tout simplement parce qu'une personne vierge, elle se connaît pas assez. Elle connaît pas ses limites parce qu'elle est vierge de base. Anna, avant Christian, elle ne connaissait personne. Et puis en plus, je pense que c'est vraiment le stéréotype de la jeune fille vierge qui s'est jamais touchée, qui s'est jamais adonnée à un plaisir solitaire. C'est vraiment la fille, c'est une page blanche, quoi. Tu t'écris ce que tu veux en elle, t'en fais ce que tu veux. Donc, tu peux pas t'adonner au plaisir BDSM avec ce genre de personnes parce que un soumis, insoumise doit connaître ses limites pour savoir dire stop, pour savoir quand est-ce qu'il faut prononcer le safe word. Donc, faut avoir déjà un minimum d'expérience, savoir, bon, bah, ça, j'aime pas. Cette partie de mon corps, elle est sensible, cette partie, ceci. Mais tu ne sais rien, tu es vierge. Donc, c'est déjà le gros problème du film, et je trouve même que c'est un peu dangereux d'avoir mis comme héroïne une jeune fille vierge, sachant que le film, en salle, il était seulement interdit aux moins de 12 ans. Donc, c'est limite un film familial, le truc. Enfin bref, donc une gamine de 13-14 ans qui voit ça, qui est vierge, elle va se dire, ah bon, bah si Anna est vierge comme moi, peut-être que... Non, 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 non. Mais Anna, c'est quelqu'un qui s'adonne au BDSM par amour, par don de soi. Le BDSM, ça peut aussi être un don de soi, dans le sens où tu aimes tellement quelqu'un, oui, que tu fais un don de ton corps, de ton âme. Ça peut être une vision très très intense de l'amour. Et c'est ça, à mon avis, qu'il voulait représenter dans ce rapport-là. Mais de manière très maladroite. Et sur ce point, je pense un petit peu à, vous savez, l'expérience artistique de Marina Abramovic. Donc Marina Abramovic, c'est une artiste très connue mais controversée qui s'était fait connaître en faisant une expérience comme ça où pendant... je sais plus si c'était pendant 12 heures ou pendant 24 heures, bah, elle se tenait au milieu d'une foule qui avait été choisie sur la base du volontariat et elle disposait pour cette foule des objets de douleur et des objets de plaisir. Donc de douleur, ça peut être un fouet, je crois qu'il y avait un couteau. Et comme objet de plaisir, c'était un collier de fleurs, une plume. Elle disait, bah voilà, faites ce que vous voulez de moi. Vous avez un temps imparti, vous avez des objets à votre disposition, faites ce que vous voulez de moi. Et au début, c'était plutôt bien, c'était plutôt mignon, les gens... Je pense que les gens étaient intimidés, il y avait aussi l'effet de groupe qui faisait qu'ils n'osaient pas, donc on lui faisait des bisous, on lui donnait des colliers de fleurs, on prenait soin d'elle, et puis au bout d'un moment, il y a des gens qui ont commencé à déraper, qui ont commencé à la déshabiller, qui ont commencé à la violer, et il y a eu une sorte d'opposition avec une partie de la foule qui essayait de la protéger, de l'autre partie de la foule qui faisait ressortir tout ce qu'il y avait de sombre en eux. Et aussi l'erreur de Christian en tant que dominant, c'est de ne pas être doué pour prodiguer ce qu'on appelle l'aftercare. C'est-à-dire que lorsque le soumis va être dans son état de subvive, de subspace, la redescente, elle peut être assez brutale. Donc normalement, un bon dominant, dominante, dominatrice, bref, c'est quelqu'un aussi qui gère l'après-séance en prenant un bain avec la personne, en passant un peu de temps avec la personne. Bon, c'est ce qu'il fait parfois avec Anna, mais il le fait pas toujours très bien parce que, voilà, il veut pas ouvrir son cœur, enfin bref. Et ça, c'est vrai que, du coup, ça fait de lui un mauvais dominant. Parce qu'il y a cette impossibilité de faire preuve aussi de tendresse, d'être H24 dans le contrôle. Alors que le dominant doit aussi... répondre aux besoins affectifs de la soumise ou du soumis. Donc, écoutez, c'était une première vidéo, 50 nuances de grey. Je ferai probablement 50 nuances plus sombres s'il y a une demande. Donc, quand vous aimez une vidéo, commentez, likez, parce que c'est selon le nombre de vues, de likes et de commentaires que moi, je me dis, bon, je fais une partie 2 ou je fais pas de partie 2. Aussi, vraiment,
allez sur ma chaîne de podcast. J'ai une chaîne secondaire de podcast où je parle beaucoup plus librement de divers sujets et on n'est pas assez nombreux. C'est cool, quelque part, parce que du coup, on fait connaissance, mais quand même, je trouve qu'on n'est pas assez nombreux, donc donnez-moi de la force aussi sur ma chaîne secondaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'occultisme dans la pop culture. À bientôt. Ciao!